Il était une fois un pauvre tailleur qui travaillait beaucoup pour faire vivre sa femme et son fils, Aladin. Aladin était un petit garçon désobéissant qui s'échappait dès le matin pour aller jouer dans les rues. Quand il fut en âge d'apprendre un métier, son père, Mustapha le tailleur, lui dit « Aladin, tu vas coudre avec moi et je te montrerai comment on taille un costume. » Ça ne m'intéresse pas. Oh. Le pauvre tailleur fut si désespéré d'avoir un tel fils qu'il mourut au bout de quelques mois. Plusieurs années passèrent sans changer les mauvaises habitudes du jeune homme. Un jour qu'il s'amusait avec des garnements de son âge, il remarqua un étranger qui le fixait. C'était un mystérieux magicien arrivé d'Afrique 2 jours plus tôt. Mon enfant, est-ce que votre père ne s'appelle pas Mustapha? Mustapha le tailleur. Si, monsieur. Mais mon père est mort depuis longtemps. Venez. Venez dans mes bras que je vous embrasse. Comment, monsieur? Mais vous pleurez? Ça ne va pas? Ah, Aladin, comment pourrais-je m'en empêcher? Je suis votre oncle. Tenez, voici quelque argent pour acheter des friandises. Allez vite, trouvez votre maman et dites-lui que j'irai la voir demain. Le lendemain, le magicien se présenta chez la veuve de Mustapha, les bras chargés de provisions. Il se montra si affligé de la mort de son frère que la pauvre femme finit par croire ses mensonges. Ma bonne sœur, ne vous étonnez pas de ne m'avoir jamais vu. Il y a 40 années que je navigue autour du monde. J'ai visité les Indes, la Perse et l'Égypte. Enfin, me voici de retour. Hélas, trop tard pour revoir mon pauvre frère. Le lendemain, il vint chercher Aladin et le mena chez le meilleur marchand de vêtements de la ville. Choisissez, mon neveu, ce qui vous plaît. Lorsqu'Aladin se vit habillé magnifiquement des pieds à la tête, il se demanda si par hasard l'homme n'était pas vraiment son oncle. Ils se promenèrent jusqu'aux portes de la ville, visitant des jardins, admirant des palais. De jardin en jardin, ils se trouvèrent bientôt en pleine campagne. C'est ici, mon cher neveu, que je vais vous faire voir des choses extraordinaires. Mais il faut d'abord allumer un bon feu. Abraca, bracada, abracadabra, bacada, dracada. Et voilà. Regarde la fumée qui dessine des ronds et des carrés dans le ciel. Oh mon oncle, la terre tremble, elle s'ouvre, la Ne vous inquiétez donc pas, c'est exprès. La terre qui s'était ouverte à cet endroit laissait apparaître une grosse pierre plate avec un anneau de bronze au milieu. Sous cette pierre, mon cher neveu, il y a un fabuleux trésor. Mon oncle, j'ai peur. Je préfère m'en aller. Mon garçon, pas d'histoire, tu vas m'obéir. C'est moi le maître. Tu as compris? Bon. Et puis si tu fais bien ce que je vais te dire, tu auras ta part. Tu seras riche. Plus riche que tous les rois du monde. Eh bien, ne reste pas comme ça, me regarder. Soulève cette dalle. Tu vas descendre dans ce souterrain. Tu traverseras 3 salles. Au fond, tu verras une porte. Une porte qui donne sur un beau jardin, avec des arbres chargés de fruits de toutes les couleurs. Marche tout droit dans la grande allée. Au bout, tu monteras sur une terrasse. Sur la terrasse, il y a une niche. Dans la niche, il y a une lampe. Tu l'éteindras. Tu la cacheras sous ta veste et tu me l'apporteras. C'est compris? Oui, mon oncle. Allez, va. Ah, attends. Je vais te donner un anneau magique. Mets-le à la main gauche. Il ne t'arrivera rien de mal. Allez, dépêche-toi. Aladin descendit dans le caveau, traversa le magnifique jardin, trouva la lampe et la mit dans sa veste. Dans le jardin, il y avait des fruits brillants et transparents, des rouges, des bleus, des verts, des blancs, des violets. Ils semblaient taillés dans du vert coloré. Aladin les trouva si jolis qu'il en prit toutes ses poches et qu'il en enveloppa un gros tas dans les plis de sa ceinture et dans sa chemise. Il reprit ensuite en courant le chemin de la sortie. À l'avant-dernière marche, il était tout essoufflé. Mon oncle, donnez-moi la main. Je n'ai même plus la force de sauter. Mon cher neveu, passe-moi donc la lampe d'abord. Elle doit t'embarrasser. Pardonnez-moi, mon oncle.
Je vous la donnerai quand je serai dehors, elle ne me gêne pas du tout. Tu dois m'obéir. Aladin, passe-moi cette lampe. Mon oncle, je vous la donnerai aussitôt sortie. Ah, coquin! Tu ne veux pas me la donner? Eh bien, tant pis pour toi. Fou de colère, le magicien jeta quelques gouttes de parfum sur le feu, prononça les mystérieuses paroles, et dans un grand fracas, la pierre se remit en place toute seule, avec la terre et l'air. C'est idiot. Depuis si longtemps que je cherchais cette lampe. Quand je pense que j'avais même réussi à trouver un garçon nommé Aladin, comme c'est écrit dans mon livre de magie. Et maintenant, tout est perdu. Tant pis. Et très mécontent de lui, le magicien reprit le chemin de l'Afrique. Il n'avait plus que ça à faire. Aladin, vilain gamin, rencontra sur son chemin un horrible magicien qui l'emmena au jardin. Aladin, petit malin, garda sa lampe à la main. Dans sa prison toute noire, Aladin avait peur, il avait froid et il avait faim. Le deuxième jour, il décida de faire une petite prière. Et il joignit les mains sans s'apercevoir qu'il avait frotté l'anneau du magicien. Aussitôt, au bon milieu du souterrain, un personnage affreux, très grand, avec une grosse tête, se dressa devant lui. Que me veux-tu? Me voici prêt à t'obéir, comme ton esclave et l'esclave de tous ceux qui portent au doigt l'anneau magique. Qui que tu sois, génie, fais-moi immédiatement sortir de ce trou. La phrase était à peine terminée que déjà Aladin se retrouvait assis dans l'herbe en plein soleil. Il courut jusqu'à la ville où sa mère fut bien heureuse de le revoir. Aladin raconta son aventure à sa mère et lui montra les fruits brillants mais immangeables qu'il avait cueillis dans le jardin souterrain. Il lui montra aussi la fameuse lampe. Voilà mon fils qui ne va pas nous donner à manger. Ne vous inquiétez pas, ma mère. Je vais aller vendre cette vieille lampe. Nous avons bien de quoi acheter du pain et des fruits. Vous la vendrez plus cher si elle est nettoyée. Attendez, je vais la frotter avec du sable. À peine la brave femme eut-elle commencé son nettoyage qu'un énorme personnage aussi haut que le plafond sortit du plancher. Que me veux-tu, ô mère? Me voici prêt à t'obéir, comme ton esclave, et comme l'esclave de tous ceux qui possèdent la lampe. La mère d'Aladin eut tellement peur qu'elle s'évanouit. Mais Aladin, qui commençait à s'habituer aux apparitions des génies, commanda un dîner pour deux. Le génie disparut en fumée, comme ils le font tous, et revint quelques minutes plus tard. Il portait sur la tête un immense plateau en argent massif. Dessus, il y avait 12 plats d'argent également, remplis de mets délicieux, de pain blanc, de gâteaux de toutes sortes et de flacons de vin saint. Jamais Aladin et sa pauvre maman n'avaient aussi bien mangé. À partir de ce jour-là, leur existence s'organisa. Quand Aladin n'avait plus rien dans sa bourse, il allait vendre un plat d'argent. Quand il n'avait plus de plat d'argent, il commandait au génie de la lampe un repas complet. Et le génie lui apportait 12 plats d'argent sur un grand plateau, comme d'habitude, et tout recommençait. Aladin et sa mère étaient heureux. Aladin est bien heureux pour avoir tout ce qu'il veut. Il suffit qu'il fasse un vœu. Et aussi qu'il frotte un peu la lampe du magicien qu'il a gardée à la main. Cette vie facile aurait continué longtemps si Aladin, un beau matin, n'avait entendu les crieurs du palais impérial. Par ordre de Sa Majesté, cet après-midi, toutes les boutiques, toutes les fenêtres et toutes les portes devront être fermées. Personne ne devra se trouver dans les rues jusqu'à ce que la très gracieuse princesse Badroulboudour, la fille de l'empereur, soit passée pour se rendre au bain et qu'elle en soit revenue. Celui qui oserait porter les yeux sur elle aurait la tête tranchée. Aladin ressentit brusquement le désir de contempler cette princesse que l'on disait très jolie. Il se cacha derrière la porte du bain
Quand la princesse arriva, suivie de ses dames d'honneur, elle retira le voile qui lui cachait le visage. Aladin trembla d'émotion. Elle était d'une beauté si parfaite, si pure, qu'il faillit pousser un cri d'admiration. Dès que tout fut terminé, il courut chez sa mère, le cœur battant. Ma mère, j'ai vu la princesse. Vous avez osé? Je l'ai vue. Je l'aime. Et je veux l'épouser. Mon pauvre enfant. Demain, vous irez voir l'empereur pour lui demander sa main. Vous n'y pensez pas? Il me fera chasser. Non, ma mère. Parce que vous lui porterez un cadeau si riche qu'il sera bien obligé de me donner sa fille. Où voulez-vous trouver un riche cadeau? Dans ma chambre. Je parle des fruits en verre colorés que j'ai rapportés du jardin souterrain. Je me suis renseigné. Ce sont des pierres précieuses d'une immense valeur. Diamants, émeraudes, turquoises et rubis. Le lendemain, la pauvre mère, ses pierres précieuses dans un panier à provisions, se rendit au palais. Grand monarque, qui est au-dessus de tous les monarques, j'ai honte. Continuez, bonne femme, continuez. Eh bien, mon fils Aladin a la grande témérité de vouloir épouser la princesse Badroulboudour. Amusant. Amusant. Et, dites-moi, bonne femme, que cachez-vous donc dans ce panier à provisions? Un présent, sire. Un présent que mon fils vous envoie. Elle découvrit les pierres. L'empereur, muet d'admiration, les contempla un long moment. Et enfin, il s'écria: Oh, comme tout cela est beau. Celui qui est capable de me faire un tel cadeau doit être digne d'épouser ma fille. Et auparavant, j'exige qu'il me fasse envoyer 40 bassins d'or massif pleins jusqu'au bord de pierres semblables à celle-ci. Voilà. Bonne femme, quand ton fils aura rempli cette condition, nous avisons. Tandis que l'empereur riait dans sa barbe, la mère d'Aladin, courbée jusqu'au sol, sortit à reculons en trébuchant dans les tapis épais. Lorsqu'elle lui racontait sa visite à son fils, elle s'attendait à le voir pleurer. Au lieu de cela, il se mit à rire. Il frotta la lampe merveilleuse et le génie se présenta au garde à vous. L'empereur me donne sa fille en mariage. Mais il me faudrait 40 bassins d'or massifs remplis de ces fruits colorés que j'ai cueillis dans le jardin. Où était la lampe? Tu connais? Diamants, émeraudes, rubis, je sais. Tu les auras, roi de génie. 4 minutes plus tard, tout ce petit monde était là. Ma mère, rendez-vous tout de suite au palais de l'empereur. Les esclaves vont y porter les pierres. Le défilé des esclaves noirs et blancs, vêtus comme des princes, ainsi que la grande valeur des pierreries qu'ils transportaient, attirèrent la foule. À la vue de tant de richesses, l'empereur ne résista pas une seconde. Bonne femme, allez dire à votre fils que je l'attends pour l'embrasser. Je lui accorde la main de la princesse, ma fille. Aladin connut une grande joie à l'annonce de cette bonne nouvelle et pensa que l'argent avait une très grande importance, tandis que l'empereur donnait le signal des festivités. Après le festin, le premier juge de la capitale établit le contrat de mariage de la princesse et d'Aladin, le riche Aladin. Comme un vaste terrain s'étendait auprès du palais impérial, Aladin présenta une requête à son futur beau-père. Sire, je supplie votre majesté de vouloir bien me permettre de faire bâtir un palais à portée de celui-ci, afin d'y recevoir la princesse, selon son mérite et sa dignité. Mon fils, vous jugerez à propos. Aladin rentrait chez lui, frotta la lampe et passa sa commande au génie de service. Je vais me faire construire, très rapidement, en face de celui de l'empereur, un beau palais. Je veux ce que l'on fait de mieux. Va et reviens quand tout sera terminé. Le génie se présenta dès le réveil d'Aladin. Seigneur, mission accomplie. Votre palais est achevé, avec le parc et les écuries. Aladin fit le tour du propriétaire, visita chacune des 200 pièces, admira le salon d'or et d'argent, passa une revue de détail de ses 175 domestiques et se déclara très satisfait. Pour en donner la preuve au génie,
Il lui pince à l'oreille. Quant à l'empereur, lorsqu'il aperçut de la fenêtre de son palais la nouvelle construction, il fut rêvé et fit appeler son grand chambellan. Sire, vous êtes bien éveillé, et moi aussi. Et je vois là, comme votre majesté, un magnifique palais qui n'y était pas hier soir. Prodigieux! Le mariage aura lieu demain. Aladin est amoureux de la princesse aux beaux yeux, le génie pour tous les deux. Bâtit un palais somptueux à la lampe d'Aladin, c'est du bonheur sous la main. La journée se passa en festivités et le soir, sous les acclamations, les jeunes mariés se retirèrent dans leur palais, qui était le plus beau du monde. Une existence merveilleuse commença pour celui que l'on appelait désormais le prince Aladin. Comme il distribuait beaucoup d'argent aux pauvres ainsi qu'aux moins pauvres, le peuple entier chantait ses louanges. L'histoire d'Aladin aurait fort bien pu s'arrêter sur cette image de bonheur. Malheureusement, le méchant magicien africain n'avait rien oublié. Il regrettait le trésor perdu, lorsqu'un jour il apprit par un sorcier de ses amis la grande réussite d'Aladin. Il décida aussitôt d'aller chercher la lampe et de se venger. Le magicien avait son plan. Il acheta de jolies lampes toutes neuves, les mit dans un panier, et déguisé en marchand ambulant, parcourut les rues de la ville en criant « Qui veut échanger de vieilles lampes contre des neuves ?» Les passants le prenaient pour un idiot, et les enfants riaient de lui. Il passa plusieurs fois devant le palais du prince Aladin, et la princesse Badroulboudour finit par prier une de ses dames d'honneur d'aller voir ce que vendait ce marchand. C'est un fou. Il a un panier plein de belles lampes neuves et il les échange contre des vieilles toutes cassées. À propos, il y en a une sur le haut de la corniche. Je l'ai aperçue hier par hasard. Je pense que celui à qui elle appartient aurait une bonne surprise s'il en trouvait une neuve à la place. Tu as raison. Va donc échanger cette vieillerie. Le magicien africain avait gagné. Il quitta la ville en courant et se dépêcha de frotter la lampe. Le génie apparut. Oui, un nouveau maître. Que veux-tu? Me voilà prêt à t'obéir comme ton esclave. C'est parfait. Je te demande d'enlever sans plus attendre le palais que tu as construit pour Aladin. Tu vas l'emporter tel qu'il est, avec tout ce qu'il contient, les gens, les meubles, les chevaux, et tu le déposeras au cœur de l'Afrique. Tu m'y porteras en même temps. Le lendemain, lorsque l'empereur, ainsi qu'il le faisait chaque matin, voulut contempler le palais de son gendre, il poussa un hurlement. Croyant rêver, il fit appeler son grand chambellan. Sire, vous êtes bien éveillé, et moi aussi. Et je vois que je ne vois rien, tout comme votre majesté. Le palais du prince a disparu alors qu'il était encore là hier soir. Et cet imposteur a enlevé ma fille. Qu'on me l'amène sur le champ chargé de chaînes. Envoyez 30 de mes cavaliers à sa rencontre. Et qu'on m'appelle le bourreau. À 4 lieues de la ville, alors qu'il revenait de la chasse, Aladin fut arrêté et conduit au palais de l'empereur. Sire, expliquez-moi. Inutile. Tu es un scélérat. J'ordonne que le bourreau te coupe la tête. Et il va le faire à mon signal. Je compte jusqu'à 3. 1, 2. Arrêtez, sire, arrêtez. Les manifestants menacent d'envahir le palais. Ils ont mis le feu à même vos carrosses. Ils sont devant les portes, armés de fourches et de gourdins. Que veut cette populace? La mise en liberté d'Aladin, leur bienfaiteur, leur généreux protecteur. Sire, si Aladin est exécuté, nous aurons une révolution. Bien, qu'on le laisse libre. Et veillez à ce que le calme revienne autour du palais. Sire, je voudrais connaître le crime dont je suis accusé. Approche de cette fenêtre et cherche ton palais. Sire, je comprends votre surprise et votre colère. Mais je puis vous assurer que je ne suis pour rien dans cet événement. Je me moque de ton palais. Je veux retrouver ma fille. Si tu ne la ramènes pas saine et sauve dans une semaine, je te fais couper la tête. Et cette fois, rien ne m'arrêtera. Aladin quitta la ville, le cœur bien gros,
Il avait perdu sa princesse bien-aimée, son palais, sa fortune, et il était condamné à mort. C'était trop à la fois. Heureusement, il se souvint de l'anneau enchanté qu'il portait encore à la main gauche. Il le frotta doucement et le génie alla. Que me veux-tu, maître? Je veux que tu me rendes mon palais, mon épouse et tous ceux qui la servent. Je ne suis que l'esclave de l'anneau, maître, et je ne peux lutter contre le puissant génie de la lampe. Mais si tu désires, je vais te transformer auprès de ton palais. Et c'est ainsi qu'Aladin se retrouva sous les fenêtres de la princesse Badroulboudour, son épouse. Elle pleurait en regardant le ciel, et lorsqu'elle baissa les yeux, elle reconnut son mari. Penchée à la fenêtre, elle lui dit à voix basse: Je vais faire ouvrir la porte secrète. Entrez vite. Le magicien n'est pas là. Il n'est pas possible d'exprimer la joie que ressentirent les deux époux. Quand ils eurent bien mêlé leurs larmes de joie, ils préparèrent leur revanche. Vous allez revêtir, chère princesse, vos plus beaux atours. Et malgré votre répugnance, vous vous montrerez aimable avec le magicien. Vous l'inviterez à dîner. Jamais je ne pourrais sourire à un monstre pareil. Il le faut, ma bien-aimée. Voici une poudre qui l'endormira pour longtemps. Vous en verserez une pincée dans sa coupe et nous serons libres. Je vais me cacher derrière un rideau. Tout se passa fort bien, et lorsque le méchant magicien tomba sur le dos, sans connaissance, Aladin fouilla sa victime et retrouva la vieille lampe, la chère vieille lampe. Il lui suffit de la frotter légèrement pour faire apparaître le génie bienfaisant. Tiens, il est revenu celui-là. Que veux-tu, mon maître? Enlève-moi ce palais avec tout ce qu'il contient et ramène-le là où il était. Quant à l'homme qui dort dans le salon, expédie-le dans une île déserte. Très loin d'ici. Le lendemain, lorsque l'empereur se mit comme chaque matin à la fenêtre de son palais, il se demanda une fois de plus s'il ne rêvait pas. Le palais de son gendre était revenu. Aladin et la princesse furent reçus à la cour et l'on donna de grandes fêtes à l'occasion de leur retour. Ils furent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Cette histoire, petits enfants, nous prouve, entre autres choses, qu'il ne faut jamais vendre ou échanger les vieux objets.